Nous sommes le premier soir de mars 1932, tandis que Charles Augustus Lindbergh sera enlevé de son lit et retrouvé quelques semaines plus tard, assassiné. Cette enquête et ce procès seront alors très médiatisés. Et deux camps vont s'affronter. Ceux qui croient que le coupable est innocent et ceux qui croient que le coupable est réellement coupable et peut-être même qu'il a un complice. À la fin de la vidéo, ce sera donc à vous d'en juger. Pour le moment, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. Il est 20h le soir du 1er mars 1932. Betty Grove, la nourrice de la famille, dépose Charles Augustus Lindbergh dans son lit, qui est situé au premier étage de la maison. Pendant ce temps, on a Charles le père qui est affalé au salon. Anne, la mère, elle vaque à ses occupations. Elle fait ses petits soins et va dans le bain. Autour de 22h, soit 2 heures plus tard, Betty retourne à la chambre du petit Charles pour voir si tout va bien. Préalablement, elle avait installé des pinces sur la couverture pour ne pas que le bébé s'enroule dedans. Lorsque Betty entre dans la chambre, celle-ci est étonnamment silencieuse, calme et froide. Elle s'avance vers le berceau du petit Charles et celui-ci est vide. L'enfant n'est plus à l'intérieur. Elle décide donc de sortir de la chambre et se rend vers Anne pour savoir si le bébé est avec elle. Et pourtant, Anne sort du bain. Le bébé n'est pas avec elle. Les deux femmes vont donc parcourir la maison pour savoir si peut-être que le bébé de Charles ne serait pas avec une femme de ménage ou encore avec la cuisinière. Et non, Charles reste introuvable. Les deux femmes vont donc se rendre au salon, qui est situé en dessous de la chambre du bébé. Charles, le père, est au salon, seul. Le bébé Lindbergh n'est pas là. Et donc Charles, pris de panique, va courir, va monter les escaliers et se rendre lui-même à la chambre de son fils. Celle-ci est froide, silencieuse et vide. L'homme va fouiller la chambre de son fils, en dessous du berceau, dans le garde-robe, et celui-ci, n'est toujours pas trouvable. Et sur le bord de la fenêtre, il va trouver une enveloppe blanche. Seulement 20 minutes après que l'enfant n'ait pas été retrouvé, la police, les médias et l'avocat de la famille se retrouvent sur les lieux de l'enlèvement. Lorsque la police arrive, l'enquête démarre immédiatement. Une seule trace de pneu sera retrouvée sur les lieux de la maison, causée par la pluie. L'enveloppe blanche sera également elle aussi expertisée et un expert en empreintes arrivera sur les lieux pour expertiser lui aussi cette enveloppe. Et cette enveloppe comptera pas moins de 400 empreintes différentes. Quelques empreintes inconnues seront retrouvées dans la maison, mais puisqu'il y avait énormément de policiers, de médias, l'avocat, mais également la famille, ces empreintes ne seront pas amenées au procès. Aucune empreinte ne sera retrouvée dans la chambre du petit Charles. Aucun indice, aucun ADN. Et pourtant, à l'extérieur, où il y a la fenêtre de la chambre Lindbergh, on retrouvera une échelle. Et à quelques mètres de distance de cette échelle sera, dans un buisson, retrouvé plusieurs morceaux de bois qui concorderont avec cette même échelle. Les policiers vont constater que cette échelle a été grossièrement faite, mais très bien faite. Elles vont donc conclure que la personne qui a fabriqué l'échelle est sûrement le kidnappeur. Et le kidnappeur est sûrement également un menuisier. L'enveloppe blanche sera ouverte et dans cette enveloppe blanche-là, il y a une lettre de rançon. Et un expert en topographie va expertiser cette lettre-là et ainsi que les policiers. Ceux-ci vont découvrir beaucoup de fautes d'orthographe, mais également de grammaire. Et les experts vont également mentionner qu'il se pourrait très fortement que le kidnappeur ne soit pas américain,
mais qu'il aurait peut-être des origines ou qu'il viendrait probablement de l'Allemagne. La lettre de rançon, donc la première de cette affaire, va comme suit. « Cher monsieur, ayez 50 000 $ de prêt, 25 000 en billets de 20, 15 000 en billets de 10 et 10 000 en billets de 5 $. Après 2 à 4 jours, nous vous informerons où déposer l'argent. Nous vous mettons en garde de ne rien rendre public ou notifier à la police. L'enfant est entre bonnes mains. » La nouvelle de l'enlèvement va immédiatement faire effet dans les médias. Plusieurs personnes influentes également vont se mêler de cette affaire pour pouvoir aider la famille Lindbergh, notamment le colonel de l'armée Norman Schwarzkopf. Il y a également un avocat de Wall Street qui va s'en mêler, qui s'appelle Henry Skillman Breckinridge, ainsi que William J. Donovan. Donc, dès les premiers jours de l'enquête, les policiers avaient déjà en tête que le kidnappeur était allemand et menuisier. Mais pourtant, on n'élimine aucune piste. Les parents, les amis, vont également être sous les projecteurs. Revenons donc un peu en arrière. Charles Lindbergh est né le 4 février 1902 au Michigan. Dès son enfance, il se passionne pour l'aviation et veut devenir aviateur. Il est notamment connu pour avoir effectué un vol sans escale et en solitaire de New York à Paris du 20 au 21 mai 1927, soit un vol de 33 heures et 30 minutes. Il devint également pilote de l'USR Mail dans les années 20 et gagne le prix Ortag pour son vol de 33 heures et 30 minutes. Son père Charles Lindbergh Sr. était également un homme politique extrêmement connu dans ces années-là. Anne Morrow Lindbergh est la fille d'un diplomate et d'une femme de lettres. Anne décroche également une licence en lettres en 1928. Le couple se rencontre en 1927 à Mexico. Ils se marient le 27 mai 1929, soit 2 ans après leur rencontre. Anne apprend également le pilotage et l'aviation et le couple Lindbergh devient le couple modèle de l'aviation. Ils vont donc emménager dans une maison située à East Amwell au New Jersey. C'est donc 1 an après leur mariage que va naître Charles Augustus Lindbergh Jr. dans cette maison-là. Tout se passe à merveille pendant les 24 mois ou presque, où les Lindbergh vont habiter dans la maison jusqu'au soir du 1er mars 1932. Pendant l'enquête, Charles, le père, va utiliser toute son influence pour guider l'enquête. Il sera donc l'homme qui va être aux commandes de l'enquête, mais également des recherches. Et évidemment, on sait que le couple Lindbergh était extrêmement connu dans le domaine de l'aviation, dans le domaine politique, mais également dans les médias. Et donc, ils ne se gêneront pas pour envoyer des messages et pour faire des articles également dans les journaux. On sait que le président Herbert Hoover va s'impliquer dans l'enlèvement dès le lendemain de l'événement. Ce qui est quand même assez spécial, puisque à cette époque-là, les enlèvements étaient considérés comme locaux et non fédéral. C'était jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis qu'un président se mêlait d'un enlèvement. Mais lui, il a été le premier à le faire. Et il était du côté des Lindbergh, évidemment. Il voulait autant que tout le monde retrouver le petit bébé. Et bien vite dans l'enquête, on sait que le président, mais également la police locale, annonce qu'ils auront sans doute besoin du bureau d'investigation, aujourd'hui appelé le FBI. Une récompense de 75 000 $ va être offerte à toute personne ayant des informations ou qui pourrait directement mener la police au bébé Lindbergh. Et on sait qu'à cette époque-là, c'était vraiment étonnant puisqu'on était dans la Grande Dépression. Donc, on sait avec cette information-là que le couple Lindbergh avait beaucoup d'argent. Et évidemment, c'est pas toutes les lettres qui vont être rendues publiques. Par contre, on sait que dans cette affaire, il n'y aura pas moins de 15 lettres de rançon ou du kidnappeur à la famille qui va être envoyé. Et toutes les lettres provenaient de Brooklyn. Alors, on sait que Ed Mulroney, qui était le commissaire de police de New York, va proposer un plan. Celui-ci est de mettre sous garde
toutes les boîtes aux lettres de poste de Brooklyn. Ainsi, chaque fois que quelqu'un déposait une lettre, ces interrupteurs-là sonnaient et également, ils voulaient faire que la police surveille chaque boîte aux lettres de la poste pour surveiller si à chaque fois la lumière s'allumait, ben les policiers allaient à la rencontre de la personne qui avait mis la lettre dedans et ainsi, c'est de cette façon-là que il voulait retrouver le kidnappeur du bébé Charles. Et pourtant, Charles Senior, donc le père de Charles, l'aviateur, va refuser ce plan-là. Et il va même dire à Ed que si jamais ce plan se faisait dans son dos, qu'il allait ruiner sa réputation et sa carrière. Évidemment, ce genre de plan-là coûte une fortune, c'est colossaux comme engagement, mais également comme organisation et préparation. Donc, ça n'avait pas vraiment de sens. Pendant l'enquête, beaucoup de choses vont être très mal faites, comme le fait que les enquêteurs vont confier les 2 dernières lettres qui ont été envoyées à un certain Mikey Rossner, qui lui était une petite frappe de Brooklyn et qui connaissait des délinquants qui étaient capables d'identifier la calligraphie des lettres façon illégale. Et donc, avec ça, ben, ils pensaient peut-être être en mesure de pouvoir trouver qui avait écrit ces lettres-là. Mais entre nous, on sait très bien que ça aurait été impossible. Et pourtant, quelques jours plus tard, cette lettre-là, qui a été donnée à Mikey Rossner, va se retrouver dans le Daily News de New York. En fait, Rossner était associé au Daily Mails et donc il s'était fait passer pour un truand pour avoir des lettres et ainsi les mettre dans les journaux. Quand je dis que cette affaire-là est aussi grosse que l'affaire John Benet Ramsey, mais en 1932, c'est vraiment ça. C'était une enquête colossale, intense. En plus de ça, c'est un bébé qui a été enlevé dans son propre lit. Et c'est un bébé dont les parents étaient extrêmement connus dans le monde de l'aviation, de la politique, mais également des médias. Et là, une autre lettre va être envoyée à la famille Lindbergh parce que là, il y a une de ces lettres qui s'est retrouvée dans le Daily Mail et donc le kidnappeur va augmenter la rançon à maintenant 70 000 $. On va parler de John Condon, qui lui est un personnage très important dans cette affaire. C'était un maître d'école à la retraite. Et lui, il suivait cette affaire-là de très près et il voulait y participer, il voulait vraiment aider les parents Lindbergh. Donc, à un moment, il va écrire une lettre au journal Bronx Home News disant son intention d'aider la famille et il donne même 1 000 $ de plus aux 75 000 $ pour toute information intéressante pouvant mener à l'enfant. Et ce 1 000 $-là, c'est de sa propre argent de poche. À ce moment-là, la rançon est presque aussi grande que la récompense. Donc, ils auraient peut-être tout simplement dû donner la rançon, de prendre la récompense et de la donner comme rançon. Mais bref. Donc, John et le ravisseur vont s'écrire plusieurs fois dans le journal, comme c'est comme ça qu'ils communiquent. Et donc, ils vont convenir une rencontre au cimetière Saint-Raymond's. Et donc, John Condon, après la rencontre avec cet homme-là, et donc, John va faire un portrait robot de l'homme qui l'a vu. Bon, évidemment, il faisait noir, c'était le soir, les détails sont peut-être un peu flous, peut-être que ça ressemble pas vraiment, mais il va quand même faire un portrait robot de l'homme qu'il a rencontré. Et pendant cette rencontre, le kidnappeur va dire que le bébé, Lindbergh, était toujours en vie et qu'il était gardé par ses complices, ses coéquipiers, on va dire ça comme ça. 2 hommes et 2 femmes. Et donc, pour prouver que le bébé était toujours en vie, il va promettre d'envoyer le pyjama qu'il portait le soir de son enlèvement. Et c'est donc le 16 mars 1932 que le pyjama va arriver à la maison de John Condon. Et donc, il va être identifié par le père, donc Charles, que c'était bel et bien le pyjama de son fils. Mais entre nous, ça veut absolument rien dire. C'est donc le 1er avril 1932 que Condon va recevoir une lettre du ravisseur, lui expliquant qu'il est maintenant prêt à recevoir l'argent de la rançon. Donc, avec l'aide de la police, Condon et Lindbergh, donc le père, vont mettre
la rançon, donc 70 000 $ en certificats d'or dans une boîte en bois. Et donc, ces certificats d'or-là ont été mis sur des billets qui allaient ne plus être sur le marché. Donc, les policiers s'attendaient à ce que le ravisseur prenne l'argent avec les certificats d'or et au fur et à mesure des mois, voire des années, le ravisseur va dépenser cet argent. Et donc, par la suite, ils aviseraient tous les dépanneurs, les magasins, les épiceries, les magasins généraux, bref, même les banques, que si jamais ils reçoivent ces certificats d'or-là, ils doivent immédiatement contacter la police parce que, ça proviendrait sans doute du ravisseur. Et donc, c'est le 2 avril 1932 qu'un chauffeur de taxi va arriver en face de la maison de Condon. Et donc, Condon va dire que les Lindbergh n'avaient pas pu amasser 70 000 $, mais qu'ils avaient le 50 000. Et donc, le chauffeur de taxi va accepter. Il va prendre la boîte en bois artisanal qui contient 50 000 $ en certificat d'or et va donc s'en aller. Et par la suite, plus aucune nouvelle du ravisseur. C'est le 12 mai 1932, soit à peu près un mois plus tard, qu'un chauffeur, un conducteur de poids lourd, donc William Allen, va alerter la police suite à la découverte d'un cadavre de bébé tué à seulement 7 km de la maison des Lindbergh sur une route. Les policiers vont donc arriver et le cadavre était en très mauvais état. Il avait littéralement été mangé par les animaux de la forêt située à côté de la route. Le bébé va être immédiatement autopsié par le médecin Charles Mitchell et celui-ci va tout simplement mentionner que la cause du décès du bébé était une fracture sévère à la tête. La décomposition était extrêmement avancée et le médecin va déclarer dans son rapport que le bébé était sans doute décédé le soir même de l'enlèvement. L'autopsie pense que Charles était sûrement tombé du bras du ravisseur lorsque celui-ci a descendu l'échelle. Et donc, si le ravisseur est tombé de l'échelle ou a légèrement trébuché, donc Charles serait tombé de ses bras et serait tombé sur la tête, ce qui l'aurait tué immédiatement. Et ça vient également corroborer le fait que on a retrouvé des morceaux de l'échelle dans les buissons pas trop loin. Et il y a Charles Lindbergh, le père, qui va venir corroborer cette affaire. Il s'est rappelé que le soir du 1er mars 1932, le soir de l'enlèvement de son fils, il était au salon, il faut se rappeler. Et le salon était situé en dessous de la chambre de son fils. Donc, les fenêtres étaient une en dessous de l'autre, ou pas trop loin. Et ce soir-là, il a entendu un bruit bizarre, un bruit de craquement, comme si quelque chose en bois s'était cassé. Et sur le coup, il a pensé que c'était une caisse dans la cuisine qui contenait des fruits, donc des oranges, qui avait peut-être cassé et n'en avait pas fait gros problème. Et là, lorsqu'il réalise ça, il pense que c'est sans doute finalement l'échelle qui a cassé sous le poids du ravisseur et de son bébé. On sait que John Condon, lui aussi, va être soupçonné du kidnapping de l'enfant, mais également du meurtre. Et donc, son domicile va être perquisitionné. Et pourtant, il n'y a rien qui va être retrouvé. Et on sait que Charles, le père, va vraiment être du côté de John Condon jusqu'au bout. Pourtant, les années vont passer et on n'a absolument aucun suspect. L'enlèvement et le meurtre du bébé Lindbergh reste ouvert. Le dossier est toujours ouvert, mais on n'a aucune piste, aucun ADN, aucune preuve, aucune empreinte, absolument rien, et même les certificats d'or n'ont jamais été retrouvés. Pourtant, 2 ans plus tard, soit le 18 septembre 1934, il y a des certificats d'or qui vont être trouvés dans une station libre-service. Le pompiste a appelé la police après qu'un de ses clients ait payé avec ces certificats d'or-là. Et immédiatement, le pompiste va noter la plaque d'immatriculation. La police va prendre cette plaque et va regarder dans ses archives et ses dossiers. Et cette plaque d'immatriculation-là était reliée à un Dodge Sedan bleu foncé, appartenant à un certain Bruno Hauptmann. Bruno est arrêté le lendemain, soit le 19, et accusé d'enlèvement et de meurtre.
On dit que c'est le procès du siècle. Il y en a eu beaucoup de procès du siècle, mais celui-là, c'était à cette époque le procès du siècle. Il va débuter le 2 janvier 1935 et va se terminer le 13 février 1935 également. Et donc, il y a plusieurs preuves qui vont être démontrées contre Bruno Hauptmann, dont 14 000 $ en certificat d'or plaqués qui étaient chez lui, des échantillons d'un toit de sa grange, donc de la grange de Bruno, qui était du même bois que l'échelle fabriquée. On a également le nom, l'adresse de John Condon qui était inscrit sur la porte de cette même grange-là. L'écriture de Bruno était la même que celle du ravisseur, donc dans pas moins des 15 lettres qu'il avait envoyées à la famille Lindbergh. Mais qui est Bruno Hauptmann? Bruno Richard Hauptmann, c'est qui cet homme-là? Il est né le 26 novembre 1899 à Kamenz, à Saxe, dans l'Empire Allemagne. Il a été soldat de la Première Guerre mondiale et blessé au combat et également asphyxié par gaz. Après la guerre, Bruno se trouve pas d'emploi. Il a donc pas le choix et va se tourner vers le monde de la criminalité. Et il va se tourner vers le monde de la criminalité avec un ami à lui qui a fait également la guerre en même temps que lui. On sait que les deux hommes vont se mettre à cambrioler des maisons, mais également à voler des femmes en pleine rue. Et les deux femmes vont porter plainte et les deux hommes vont être accusés et emprisonnés pendant 5 ans. Et pourtant, on sait que Bruno ne va faire que 4 ans. Quelques jours plus tard, il va encore être arrêté et inculpé pour un autre crime. Donc, encore une fois, il avait dévalisé des maisons. Il va donc être envoyé en prison et il va s'évader. Tenter donc à 2 reprises de fuir l'Allemagne. Et à ces 2 reprises-là, il va complètement échouer et va retourner en prison. La 3e fois, ça va fonctionner. Il va se déguiser et avait donc des faux papiers. Il va réussir à entrer aux États-Unis en 1923. En 1925, soit 2 ans après son entrée aux États-Unis, il va épouser Anna Scheffler, qui était également une femme qui provenait de l'Empire Allemagne, tout comme lui. Et les deux vont avoir un enfant ensemble. Par la suite, on sent que Bruno a délaissé ce monde de criminalité. Il va se trouver un emploi, il a une femme, il a une maison, il a un enfant. Tout va bien pour lui. Pourtant, le 1er mars 1932, il va enlever un petit bébé, le bébé Lindbergh, et il va l'assassiner par erreur. C'est là la biographie de Hauptmann qu'on retrouve sur Wikipédia. Et pourtant, lorsqu'on fait des recherches un peu plus approfondies, on retrouve beaucoup plus d'informations que ça. On sait que Bruno avait 3 frères et une grande sœur. À 11 ans, il va rejoindre les scouts et c'est donc à l'âge de 14 ans qu'il va être arrêté pour la première fois. Et donc, il va avoir un casier judiciaire juvénile. Par la suite, lorsqu'il ressort de cet emprisonnement-là, il va de jour fréquenter une école de commerce et de nuit travailler. Par la suite, il va aller fréquenter pendant 2 ans une école en construction. Je pense que c'est vraiment en 1917 que tout va se jouer dans la vie de Bruno. En 1917, son père meurt, ses 2 frères meurent à la guerre également. Donc en même pas 1 an, 3 décès. Pourtant, on sait très peu de choses sur ce qu'il a ressenti pendant ces années-là. J'ai pas trouvé d'archives, peut-être des entrevues qu'il a fait, des aveux qu'il a fait ou encore de quand il parlait de son enfance. Mais on sait qu'en seulement quelques mois, Bruno va perdre 3 hommes bien importants dans sa vie. Ses 2 frères, avec qui il était complice, et son père, cet homme qui l'a éduqué, qui l'a élevé, qui était la figure paternelle finalement de la famille. Et donc Bruno va se retrouver seul avec sa sœur et sa mère. Et pourtant, ça explique pas le crime, ça explique pas l'enlèvement, ça explique pas le meurtre non plus, même si selon l'autopsie, c'était plutôt un meurtre par erreur, donc l'enfant est tombé des bras de Bruno. Ça explique pas l'enlèvement, le fait que ces 3 hommes-là soient morts lorsqu'il était plus jeune. Alors j'ai continué de fouiller, j'ai continué de chercher. Et j'ai découvert qu'un certain Isidore Fisch, ami de Bruno, venant lui aussi d'Allemagne. On sait que ces deux hommes ont migré de l'Allemagne aux États-Unis dans les années 20. Isidore retourne en Amérique en 1934, pendant l'hiver, juste après l'arrestation de Bruno. En septembre 1934. Est-ce que c'est un addon? Je ne sais pas. Et pourtant, pas de bol, Isidore va mourir la même année qu'il est retourné en Allemagne de la tuberculose. Donc, c'est que Isidore Fisch et Bruno Hauptmann sont devenus complices en criminalité aux États-Unis.
Lorsque Bruno et Isidore se sont rencontrés, Bruno a ressombré dans le monde de la criminalité et ils ont commencé à faire des fraudes financières, à voler des maisons également. Et donc, lorsque Isidore décide en 1934 de retourner en Allemagne, il laisse Bruno seul. Et pas de bol, justement, Isidore décède en Allemagne de la tuberculose. Donc, Bruno se retrouve tout seul à devoir subir les conséquences du kidnapping parce que on sait que Isidore et Bruno se sont rencontrés en 1932. Or, le kidnapping a eu lieu en 1932. Donc, on peut conclure que si Bruno et Isidore étaient complices dans la criminalité, ils étaient sans doute eux aussi complices dans le kidnapping de l'enfant Lindbergh. Et là, Bruno se retrouve seul devant la justice. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire pendant son procès? Il va mentionner qu'il n'était pas du tout au courant du kidnapping et que c'est Isidore qui a kidnappé le bébé Lindbergh. En fait, Isidore aurait kidnappé le bébé, puis avant de partir, il aurait laissé un peu d'argent à Bruno qui lui l'a utilisé, mais ne savait pas que cet argent-là, c'était l'argent de la rançon. Il n'était pas au courant. Est-ce que vous croyez à cette théorie? Finalement, malgré tout, Bruno Hauptmann va être reconnu coupable d'enlèvement et de meurtre du bébé Lindbergh et il va être condamné à mort par la chaise électrique. On sait que lorsque Bruno a été envoyé dans le couloir de la mort, le gouverneur du New Jersey, Harold G. Hoffman, va lui rendre visite en cachette. Pourquoi en cachette? Parce que c'est un gouverneur. Et qu'il croyait fermement que Bruno Hauptmann n'était pas le réel coupable de cette affaire. Et on sait que Harold va même faire en sorte que Bruno ne soit pas exécuté. Il va envoyer une demande, mais celle-ci va être refusée. Et c'est donc le 3 avril 1936 que Bruno Hauptmann va être exécuté sur la chaise électrique. Et c'est vraiment après son exécution qu'il y a des choses qui vont sortir de cette enquête. C'est la fin du 20e siècle lorsqu'on va s'intéresser davantage à l'affaire du bébé Lindbergh, mais également aux preuves dans le dossier et à l'enquête. Alors, les preuves sont celles que je vous ai énumérées. Le nom, l'adresse de John Condon qui était sur la porte de la grange de Bruno Hauptmann. Pour cette preuve, il y a un journaliste qui a avoué plus tard que c'était lui qui l'avait écrit pour faire le buzz pour son journal. On sait que durant l'enquête, il y a des témoins qui vont annoncer avoir vu Bruno sur le terrain de la maison des Lindbergh quelques jours avant l'enlèvement du bébé. Et avec l'enquête à la fin du 20e siècle, on va se rendre compte que l'un de ces témoins-là avait des cataractes et que l'autre était un escroc. Donc, il voulait sûrement avoir une part de la récompense que les Lindbergh avaient offert pour toute information intéressante. Durant l'enquête, on va se rendre compte que la police de 1934 ont battu Bruno Hauptmann pour obtenir des aveux. On sait également que la police a intimidé des témoins et a falsifié des preuves. Mais pour ça, j'ai pas de documents. J'ai pas de preuves à vous montrer, mais je vous raconte donc ce qui a été découvert pendant l'enquête à la fin du 20e siècle, dans les années 90. On sait que Edgar Hoover, le directeur du FBI, va s'intéresser à l'enquête qui avait été faite pour l'enlèvement et le meurtre du bébé Lindbergh, et il va dire que lui aussi, il était inquiet du processus du procès, mais également inquiet du comportement de la police et comment l'enquête s'est faite finalement. On sait que par ailleurs, Charles Lindbergh, donc le père, va être soupçonné de l'enlèvement et du meurtre de son fils par ceux qui croyaient Bruno Hauptmann innocent, mais également par d'autres amateurs de crimes. Alors, la double vie de Charles Lindbergh. En faisant mes recherches, j'ai découvert beaucoup de choses très intéressantes, mais ça fait pas de lui un criminel. On sait que Charles et Anne sont restés mariés toute leur vie, de 1929 jusqu'à la mort de Charles en 1974, et Anne, elle est décédée en 2001. Par contre, Charles a eu 3 maîtresses au cours de sa vie, et il a eu des enfants avec ces 3 maîtresses-là. On sait que jusqu'à ce que chacune des mères décède, les enfants ont gardé le silence, et quand leurs mères respectives sont décédées, les enfants ont parlé publiquement. Il y en a même qui ont écrit des livres là-dessus. Avec Anne, Charles a eu donc 6 enfants. Charles, John, Land,
Anne, Scott et Prefett. En 1955, Charles va rencontrer Bridget Essemer, une femme de 31 ans, donc elle vivait en Allemagne. Et ensemble, ils ont eu Derek, Astrid et David. Il va rendre visite à ces enfants-là, mais toujours en se faisant passer pour un ami de la famille. Donc, il faisait passer pour Carol Kent, donc c'était son nom d'emprunt, et c'était un ami de la famille et non leur père. Mais chaque fois qu'il rendait visite à Brigitte et les enfants, il emmenait des cadeaux, il passait du temps avec eux, il faisait des activités également. En même temps, il entretenait une relation avec la sœur de Brigitte. Donc, celle-ci s'appelle Marietta, et avec Marietta, il va avoir Vago et Christophe comme enfants. Il entretenait également une relation avec une troisième maîtresse, donc avec Valeska, c'était sa traductrice allemande. Donc chaque fois qu'il allait en Allemagne, elle venait avec lui, elle le suivait pour traduire puisqu'il ne parlait pas l'allemand. Et donc avec Valeska, il y a eu un garçon et une fille dont les noms n'ont jamais été divulgués. Donc en tout, si j'ai bien compté, il y a eu 13 enfants. Et pourtant, la rumeur raconte que s'il est vraiment le suspect, donc le coupable dans l'affaire de l'enlèvement et le meurtre de son propre fils, pourquoi? Ben, il y en a beaucoup qui pensent que c'est parce que Charles ne voulait pas d'enfants. Or, il en a eu 13 après Charles. Et il rendait visite à ses 13 enfants. Donc, il agissait en père sans pour autant dire aux enfants de Valeska, Bridget et Marietta que c'était leur père. Bon, il se faisait passer pour un ami de la famille, mais il a toujours donné de l'argent à ces femmes-là pour élever les enfants. Il emmenait des cadeaux, il faisait des sorties, des activités. Donc, c'est sûr, il était pas là toute l'année, tout le temps, mais s'il n'avait vraiment pas voulu avoir d'enfants, il aurait abandonné ses 3 maîtresses après avoir eu ces enfants-là. À moins que il gardait contact pour ne pas que ces nouvelles-là, ces secrets-là, soient révélés au monde médiatique. Mais or, toutes ces affirmations-là et cette enquête-là de sa double vie ne fait pas de lui un tueur, ne fait pas de lui un kidnappeur. On sait que 10 jours avant sa mort, Charles va écrire une lettre à chacune de ses maîtresses, lui demandant expressément de garder le secret de leur relation, mais également de leur enfant. Toutes les 3 vont garder le secret. Jusqu'en 1990, où Astrid découvrit une lettre que sa mère avait gardée qui provenait de Charles, mais elle aussi, elle va garder le secret. Jusqu'en 2003, où les 3 enfants de Brigitte sont devenus publics en publiant un livre sur l'histoire de leur mère et de Charles Lindbergh. La double vie de Charles I. Lindbergh, publiée en Allemagne en 2005. Donc, je me demande bien ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous pensez que Bruno est réellement coupable parce que tout au long du procès, il a nié? Dans sa cellule, il a nié, et même sur la chaise électrique, il a nié avoir une implication dans l'enlèvement et le meurtre du bébé Lindbergh. Avec l'enquête qui s'est produite en 1990 sur cette affaire, on a su qu'un journaliste s'était finalement avoué avoir écrit toutes les informations de John Condon. Et pourtant, les morceaux de bois du toit de la grange de Bruno concordaient avec l'échelle. Est-ce que ça aurait pu être... Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres bois pareils qui étaient utilisés ailleurs dans d'autres maisons? Qu'est-ce qui les a menés à Bruno? Ben, c'est les certificats d'or que le pompiste avait retrouvés. Mais Bruno a toujours mentionné que ces certificats d'or-là, lui, avaient été donnés par un ami. Donc, échangés par un ami. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bon, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mystère dans cette affaire. Je pense vraiment que Bruno et Isidore sont complices et sont les coupables de l'enlèvement et le meurtre du petit bébé Lindbergh. Je ne pense pas que Charles Lindbergh aurait enlevé son enfant et le tué pour pas avoir d'enfant, parce que tout de même, il y en a quand même eu 6 autres avec Anne, sa femme. Et il y en a eu plusieurs autres avec ses autres maîtresses. Et il a toujours donné de l'argent pour ces enfants-là. Donc, même s'il n'avait pas voulu avoir d'enfants, je pense pas qu'il aurait entretenu des relations avec des maîtresses ou il aurait disparu, tout simplement. D'ailleurs, on sait que Charles prenait un nom différent lorsqu'il était en Allemagne. Il s'appelait Carol Kent. Il ne s'appelait pas Charles, donc il changeait de nom. Il changeait carrément d'identité.
Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu, mais également mes recherches. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne, liker, partager les vidéos pour avoir un plus grand taux d'histoire. Ça me ferait vraiment plaisir. Et je le dis rarement, mais merci. Merci à tous ceux qui m'écoutent chaque semaine. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Et surtout, merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Ça m'aide vraiment, vraiment à m'améliorer. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne journée. Et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao!